Donc, une souris va vivre à peu près 3 ans, une chauve-souris va vivre entre 30 et 40 ans. Puis c'est dû, en fait, au fait qu'elle est capable de maintenir beaucoup plus longtemps sa capacité de maintenance et de réparation comme un organisme plus jeune. Donc, c'est la démonstration, finalement, du monde vivant, des stratégies qu'on peut prendre pour essayer d'améliorer la longévité en santé. Donc, d'un côté, justement, ralentir la poussée de l'organisme à vieillir ou à croître, et de l'autre côté, augmenter la capacité de maintenance et de réparation. Donc, les deux façons d'agir sont mentionnées ici. En fait, ce qui nous a amené le plus de données ou d'informations jusqu'à maintenant sur les processus du vieillissement, c'est ce qu'on appelle la restriction calorique. Ici, là, quand je parle de restriction calorique, entendez jeûne aussi, OK? Malgré le fait que ce n'est pas parfait comme comparaison, il y a des éléments au niveau du jeûne qui sont différents de la restriction calorique, puis je vais y revenir. La restriction calorique, c'est de baisser d'environ, en fait, chez les rongeurs, c'était 30 à 40 l'apport calorique sans causer de déficit nutritionnel. Chez l'humain, on sait qu'à partir de 20 ça marche. Mais c'est 20 à partir d'un apport normal. On est déjà 20 au-dessus de la normale en Amérique du Nord. OK? C'est pas comme... Fait que pour un Nord-Américain moyen, ça prend 40 de réduction. OK? Il faut manger pour un adulte à peu près l'équivalent d'un enfant de 5 ans qui ne bouge pas trop. Là. C'est quand même, c'est pas évident. Ceci étant dit, vous avez les deux processus, en fait, qui sont soulignés par la restriction calorique. Le mTOR ou TOR-C1 que vous voyez, parce qu'il y a un TOR-C2 aussi là, qui est impliqué dans les processus de différenciation cellulaire. Donc, lui est responsable de la croissance. Donc, quand on limite la croissance en tant que telle, on va améliorer la longévité. Et de l'autre côté, en fait, si on a un apport calorique plus faible, on va stimuler des mécanismes de maintenance et de réparation qui sont sous le contrôle, en fait, de la MPK et des sirtuines, dont, entre autres, l'autophagie, que je vais vous reparler. En bas, vous avez des organismes, je vais vous les dire peut-être, en fait, pour les gens qui sont loin, là. C'est l'impact sur la longévité. Quand on parle d'organismes unicellulaires, ils vivent 3 fois plus longtemps en restriction calorique. Les nématodes, on parle de 2 à 3 fois plus longtemps. La drosophile, on parle de 2 fois plus longtemps. Les rongeurs, on parle de 30 à 50 plus long. Et là, les primates, vous n'avez pas la donnée, en fait, mais chez le singe, c'est environ c'est entre 15 et 20 ans, en fait, qu'on ajouterait chez les primates. Puis chez l'humain, en fait, si on fait un parallèle, on serait entre 13 et 20 ans de plus au niveau de la possibilité d'allonger la longévité en santé, en fait, humaine, sur l'impact. Donc, les mécanismes, je vais y revenir, on va en parler, dont justement l'autophagie, que vous avez probablement entendu parler, là, qui est utilisée actuellement pour beaucoup de choses en sciences. Une image vaut 1000 mots, en fait. Regardez, ça, c'est ce qu'on appelle les macaques japonais, hein, qui sont, en fait, qui nous viennent de l'étude qui a été publiée en 2014 sur l'impact, en fait, chez les macaques japonais faits aux États-Unis. À gauche, vous avez le groupe contrôle qu'on voit, en fait, on dirait un animal qui s'est fait frapper, là. Et à droite, en fait, vous avez le groupe qui est en restriction calorique. On voit la différence à l'œil, tellement que ça a un impact important au niveau de l'état de santé des animaux. Ceux qui ont fait de la restriction calorique versus ceux qui étaient du groupe contrôle. Ceci étant dit, ça a été bien sûr étudié aussi chez l'humain pour mieux comprendre tous les mécanismes d'action. Il y a un article qui est paru dans Science, si jamais ça vous intéresse. Là, on parle entre autres de reprogrammation transcriptionnelle, donc c'est de l'épigénétique, des éléments qui ont été identifiés au niveau du tissu adipeux qui impliquaient la régulation bioénergétique mitochondriale, les réponses anti-inflammatoires et la longévité. Gênez-vous pas, en fait, si jamais il y a des articles, des éléments qui vous intéressent, vous m'écrirez, je vais vous les envoyer. Ici, donc, pour rentrer dans le vif du sujet, le jeûne de courte durée n'affecte pas la masse musculaire ni l'aptitude à l'effort. C'est un article qui vient d'être publié du laboratoire de Walter Longo, en fait, qui étudie beaucoup le fasting mimetic diet. Donc, qui ont en fait évalué la capacité musculaire et la masse musculaire, l'aptitude à l'effort. Le métabolisme basal augmente de 10 à 12 Je ne sais pas si vous saviez, en fait, c'est vrai que dans des diètes réduites en calories, le métabolisme va baisser. Dans le cas de jeûne, c'est le contraire, il va monter. En fait, puis c'est très, très bien documenté en tant que tel. Augmentation des glucocorticoïdes, en fait, qui est reliée au jeûne aussi. Habituellement, ça cause ou ça facilite la perte de masse musculaire, en passant. Le corps va réagir pour essayer de contrer ça. Et justement, on a une réduction de la dégradation des protéines qui va passer d'environ 75 grammes par jour à 15 à 20 grammes par jour. Techniquement, un adulte en santé, là, qui a moindrement une activité normale, va dégrader à peu près 75 grammes par jour de protéines. Ce qui est un peu étrange, vous allez constater tantôt avec les données des centenaires, là. Parce que ça veut dire que techniquement, en fait, si on mangeait moins que 75 grammes de protéines par jour, on finirait par perdre graduellement de la masse musculaire. OK? Mais ce n'est pas complètement vrai. Ça dépend aussi de notre état métabolique.